Un arc-en-ciel peut-il être formé de pierre? À Dolce Acqua, c'est possible. Lorsque l'ingéniosité parvient à suggérer l'idée de légèreté en utilisant des pierres, on ne peut que s'émerveiller, comme le savait bien Claude Monet, qui nous fait revivre ce charme dans un célèbre tableau. Mais le grand art a laissé d'autres traces impérissables à Dolce Acqua, comme le retable représentant Sainte Dévote, une œuvre de Ludovico Brea qui a aujourd'hui plus de 500 ans. À Dolce Acqua, vous trouverez des musées, un site et une application qui vous guideront dans une visite inoubliable. Nous nous sentons donc libres de vous la proposer sous une forme plus inhabituelle. Tout d'abord, par un petit hommage à Mario Raimondo di Barbadirame qui se décrivait comme un peintre de paysans et de chèvres. Un artiste qui, grâce à son trait épuré et à ses couleurs lumineuses, a raconté la vitalité complexe de l'arrière-pays ligure. Un monde qui entretenait sa propre relation profonde avec l'au-delà, même si ses sentiments ne coïncidaient pas toujours avec l'attitude quelque peu avide des institutions officielles. Les relations des habitants de Dolce Acqua avec l'Église étaient difficiles. Mon grand-père me racontait, je ne sais pas de quelle époque il parlait, peut-être 1700, mais en tout cas on lui avait raconté à lui aussi qu'il y avait eu 2 années de sécheresse, un peu comme maintenant, et donc de famine. Le peuple ne parvenait pas à payer sa dîme, c'est-à-dire les impôts qui devaient être versés à l'Église. L'évêque de Vintimille envoya alors son émissaire, qui demanda « Alors, vous les payez ces dîmes ou pas ?» Les habitants de Dolce Acqua répondirent qu'ils ne pouvaient pas payer. « Nous n'avons même pas de quoi nourrir nos enfants. Comment pouvons-nous payer ?» Et l'émissaire repartit. Après un certain temps, l'évêque revint accompagné de gens armés et exigea son dû. Ils furent encerclés et pris à coups de bâton, l'évêque et les gens armés. Les paysans proclamèrent « C'est fini, nous ne vous donnerons plus rien » et à grands coups de pied, ils les chassèrent. Dolce Acqua n'est pas l'endroit pour une visite éclair. Prenez votre temps et explorez par exemple le riche réseau de sentiers pour découvrir un paysage où la relation entre l'homme et la nature semble vraiment être le fruit mûr d'un travail acharné, certes, mais aussi d'une compréhension mutuelle intime. La particularité de ces sentiers est qu'ils peuvent être empruntés en toute saison. Dolce Acqua est également le nom donné aujourd'hui à un chef-d'œuvre qui vient directement du paysage que nous venons de mentionner. Dolce Acqua ou Rossese di Dolce Acqua est un vin au caractère aussi généreux et réservé que le territoire qui le produit. Un territoire qui, d'un point de vue géologique, est un véritable catalogue de particularités. En fonction de celle-ci, les arômes du vin changent, son goût s'affine ou prend du corps et sa couleur se compose d'une symphonie de rouges différents. Ici, ces différentes qualités sont appelées nomeranze et même si vous n'êtes pas adepte de Dionysos, essayez de goûter et vous constaterez que chaque nomeranza correspond à un récit différent, intense et inattendu. En parlant de contes, on ne saurait oublier pour terminer le dessert local par excellence, la michetta, qui tire son nom et sa forme quelque peu malicieuse d'une ancienne légende. Vous savez que Dolce Acqua était un marquisat et que le marquis avait le droit de coucher la première nuit avec la jeune mariée du village. Cela a duré jusqu'à ce que Lucrezia refusa de céder au marquis et fut alors jetée en prison où elle mourut. Lorsque le mari de Lucrèce l'apprit, il se cacha parmi les meules de foin afin de pénétrer dans le château et une fois arrivé, il menaça le marquis en lui mettant un couteau sous la gorge. Le marquis renonça depuis à son droit pour avoir la vie sauve. Les jeunes femmes de Dolce Acqua organisèrent alors une grande fête en créant un nouveau type de gâteau. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de richesses et elles préparèrent un gâteau très pauvre avec de la farine, du sucre, des œufs, tout ce qu'elles avaient à la maison. Elles lui donnèrent une forme un peu particulière qui rappelle le sexe féminin et la portèrent au château comme remplaçant improbable le jour du mariage.